Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet fascinant, l'origine de la vie sur Terre et la théorie de la panspermie. Avez-vous déjà pensé que la vie que nous connaissons pourrait avoir des racines martiennes? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les mystères de la biologie, de l'astronomie et des découvertes scientifiques récentes, qui suggèrent que des micro-organismes pourraient avoir voyagé de Mars à notre planète. Restez avec moi pour découvrir les implications de cette théorie et ce que cela pourrait signifier pour notre compréhension de la vie dans l'univers. C'est parti! Les premiers organismes vivants sont-ils apparus sur Terre ou ailleurs dans l'espace? Dans la seconde hypothèse, la vie pourrait se répandre dans le système solaire de planète en planète et peut-être aussi de système planétaire en système planétaire dans la Voie lactée. Cette théorie de la panspermie vient de recevoir le soutien de l'agence spatiale japonaise qui apporte la preuve que des bactéries peuvent supporter plusieurs années d'exposition aux conditions de l'espace. Nous sommes en 2020, nous n'avons toujours pas découvert l'origine de la vie sur Terre mais nous progressons, cherchant des indices. Dans les comètes, comme ce fut le cas avec Churyumov-Gerasimenko, ou sur Mars avec la mission Persévérance. Ou encore, bien plus proche de nous, comme le montre un article publié dans Frontiers in Microbiologie par une équipe de chercheurs japonais. Y sont exposés les travaux menés à bord de la Station spatiale internationale, ISS, plus précisément dans JEM, Japanese Experiment. Module, le module Baptiste Kibo, Espoir, de l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, souvent dénommée par sa traduction anglais Japan Aerospace Exploration Agency, en abrégé la JAXA. Akiko Yamagishi, professeur de pharmacie et des sciences de la vie à l'université de Tokyo, y dirige la mission spatiale Tampopo, consacrée à l'exobiologie. 2 thèmes de recherche ont été explorés par les chercheurs de 26 universités et institutions japonaises. La vie à l'épreuve du vide spatial. Le premier consistait à utiliser, en l'exposant dans l'espace, à l'extérieur de Kibo et à plus de 400 km d'altitude, un aérogel de silice pour collecter des poussières cosmiques comme la sonde Stardust l'a faite avec la comète Wild 2. Ces poussières pouvaient contenir des molécules probiotiques, apportant une nouvelle preuve que ces molécules pouvaient être arrivées sur la Terre primitive en y créant les conditions favorables à l'apparition de la vie dans la fameuse soupe chaude primitive du biochimiste russe Alexander Oparin. On pouvait peut-être y trouver des micro-organismes issus de notre planète bleue, ce qui suggérerait qu'ils peuvent la quitter pour voyager dans le système solaire. Une présentation du module Kibo de la JAXA. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. JAXA, si tel était bien le cas, cela donnerait du poids à la théorie de la panspermie issue il y a plus d'un siècle des spéculations de Lord Kelvin, puis de Svante Arrhenius comme Futura l'expliquait plus en détail dans le précédent article ci-dessous. Mais il faut dire que cette théorie, qui suppose que la vie peut voyager entre les planètes du système solaire et même les systèmes planétaires dans la Voie lactée, a connu des hauts et des bas depuis cette période. Il n'est pas en effet évident d'envisager que des formes vivantes, expulsées par les vents d'étoiles, peuvent supporter le froid interstellaire et surtout l'intense rayonnement cosmique pendant des milliers, voire des millions d'années lors de leur voyage. Or, justement, le second objectif de la mission Tampopo, le terme désignait en japonais les pissenlits et évoquait leurs graines transportées par le vent, était de soumettre des micro-organismes bien terrestres aux conditions du vide spatial, ce qui a été fait pendant 3 années environ, de 2015 à 2018. Des polyextrémophiles qui survivraient dans un réacteur nucléaire. Ce sont des bactéries polyextrémophiles bien connues, Deinococcus radiodurans, l'un des organismes les plus résistants aux radiations que l'on connaisse, qui ont été utilisés par Yamagishi et son équipe. Deinococcus radiodurans peut survivre à 5000 fois la dose mortelle de radiation pour un homme et ces bactéries peuvent se rassembler en formant de grandes colonies, de taille facilement supérieure à 1 millimètre, ce qui la rend encore plus résistante, les couches externes de ces micro-organismes protégeant les plus internes. Mais, pouvait-elle résister suffisamment longtemps dans l'espace pour accréditer la possibilité de la panspermie? Ce qui est maintenant certain,
c'est qu'elles le peuvent au moins pendant quelques années comme l'on montre les chercheurs japonais. En plaçant des agrégats de dénococcus sèches dans des panneaux d'exposition à l'extérieur de la Station spatiale internationale, ISS. Des échantillons de différentes grosseurs ont été exposés à l'environnement spatial pendant 1, 2 ou 3 ans. Après ces 3 années, les exobiologistes ont constaté que tous les agrégats supérieurs à 0,5 mm ont partiellement survécu aux conditions spatiales. Les observations semblent confirmer l'idée que les bactéries à la surface des agrégats, même mortes, créent bel et bien une couche protectrice pour les bactéries en dessous, assurant la survie de la colonie. En extrapolant les données de survie, on arrive à la conclusion que des agrégats de plus de 0,5 mm pourraient survivre entre 15 et 45 ans sur l'ISS. Surtout, une colonie de 1 mm de diamètre pourrait potentiellement survivre jusqu'à 8 ans dans des conditions spatiales, ce qui fait dire à Akiko Yamagishi que les résultats suggèrent que les dénococcus radiorésistants pourraient survivre pendant le voyage de la Terre à Mars, et vice-versa, qui dure plusieurs mois ou années sur l'orbite la plus courte. Voilà de quoi conforter ceux qui pensent que la vie est peut-être née sur Mars, qui serait devenue plus rapidement habitable que la Terre, bien que temporairement. Cette vie aurait ensuite migré sur Terre, notamment à la suite de collisions entre Mars et des petits corps célestes qui auraient éjecté des roches contenant des micro-organismes martiens dans l'espace. Arrivés sur Terre avec des météorites, ces formes de vie auraient ensemencé notre planète bleue. Nous ne serions alors pas des terriens mais des martiens. Ou peut-être plus encore si l'on se rappelle que la détection de Oumuamua a démontré qu'il y avait un immense nombre de voyageurs interstellaires dans la Voie lactée. Origine de la vie et panspermie. Les lichens sont durs à tuer. Article de Laurent Sacco. Laurent Sacco publie le 28 juin 2012. Les premiers organismes vivants sont-ils apparus sur Terre ou ailleurs dans l'espace? Dans la seconde hypothèse, la vie pourrait se répandre de système planétaire en système planétaire dans la Voie lactée. Cette théorie de la panspermie vient de recevoir un soutien avec la preuve apportée par l'ESA que des lichens peuvent supporter plus d'1 an d'exposition aux conditions de l'espace. Dès le 19e siècle, Darwin avait émis une hypothèse sur l'origine de la vie dans une lettre en ces termes. Il est souvent affirme que les conditions permettant la première production d'un être vivant sont tout aussi bien réunies actuellement qu'elles ne l'ont jamais été dans le passé. Mais si, et oh! Quel grand si! Nous pouvions concevoir, dans quelques petites mares chaudes, en présence de toutes sortes de sels, des ammoniac et des acides phosphoriques, de lumière, de chaleur, d'électricité, etc. Qu'un compose de protéines fût chimiquement forme, prêt à subir des changements encore plus complexes. Aujourd'hui une telle matière serait instantanément dévorée ou absorbée, ce qui n'aurait pas été le cas avant l'apparition des créatures vivantes. Il s'opposait à l'argument avance pour réfuter une apparition spontanée de la vie, impliquant que le processus, s'il était vrai, devait être observable aujourd'hui. Cette idée devait inspirer par la suite bon nombre de biologistes et de chimistes dans les décennies qui suivirent. Mais cette petite mare chaude devait-elle nécessairement se trouver sur Terre? Si ce n'était pas le cas, il fallait trouver un moyen pour que la vie soit transportée de son lieu de naissance sur notre planète. Remarquablement, le premier à avoir proposé un tel moyen n'était autre que Lord Kelvin en 1871. Selon lui, lors de chocs de petits corps célestes à la surface d'une planète de notre système solaire où la vie avait pu démarrer, certains organismes vivants avaient pu se trouver pièges au cœur des éjecta propulses dans l'espace pour retomber un jour sur Terre, à l'intérieur des météorites. Peu de collègues de Kelvin furent convaincus car selon eux, les conditions du vide interplanétaire devaient tuer rapidement ces organismes. Mais au début du XXe siècle, le chimiste Svante Arrhenius donna une nouvelle impulsion à l'idée d'une propagation des formes de vie, de planète en planète, en se basant sur plusieurs découvertes. D'abord que des spores restaient vivantes après avoir été plongées dans de l'azote liquide et ensuite que la lumière pouvait exercer une pression sur un corps comme l'avait démontré en 1899 le célèbre physicien russe Piotr Nikolevitch Lebedev. L'effet avait été prédit théoriquement par Poiting. On pouvait donc imaginer des spores, ou l'équivalent, apportant la vie cette fois dans toute la galaxie en voyageant des exoplanètes. En exoplanètes, poussées par le souffle de lumière d'étoiles. Cette théorie dite de la panspermie, et ses variantes, était fort ancienne car Anaxagore, le grand philosophe grec, l'avait déjà proposée. Il y a 2500 ans en lui donnant même cette dénomination. Cependant, une telle théorie ne fait que repousser un problème, et même si elle a été soutenue au cours du XXe siècle par des chercheurs aussi éminents que Fred Hoyle ou Francis Crick, il restait à comprendre comment la vie elle-même était apparue. Panspermie ou théorie de la soupe chaude primitive? C'est pourquoi,
Plutôt que de multiplier les hypothèses, on a développé des théories pour l'apparition de la vie sur la Terre elle-même. C'est ainsi que dans les années 1920, le biochimiste russe Alexandre Parin et le biologiste anglais John Burton Haldane vont reprendre l'hypothèse de Darwin en remplaçant sa petite mare chaude par les mers et les océans de la Terre primitive, enrichis en molécules probiotiques par des réactions dans l'atmosphère initiale de la Terre, supposée différente de notre atmosphère actuelle. C'est la théorie de la soupe chaude primitive qui reçut une forte impulsion à la suite des expériences de Stanley Miller. Plusieurs variantes ont été proposées, dont celle de petites mares chaudes à la surface des comètes, ce qui était une façon de conserver les idées de la panspermie. On voit sur cette photo un lichen similaire à ceux utilisés pour la mission Expose, Xanthoria elegans. Créative comme on MCOLED de nos jours, on continue toutefois à s'intéresser à la panspermie, notamment la théorie de la lithopanspermie, c'est-à-dire que plus spécifiquement que dans le système solaire, la vie a pu se propager de planète en planète grâce aux météorites, comme Kelvin l'avait proposé. On a d'ailleurs pensé avoir découvert une indication forte en faveur de cette théorie devant ce qui avait été interprété comme de probables traces fossiles de micro-organismes dans la météorite martienne ALH 84001, une achondrite découverte en Antarctique dans la région d'Allan Hills en décembre 1984, d'où son nom. Il avait fallu déchanter Expose, un équipement dédié à l'exobiologie. C'est dans ce contexte qu'a été lancé il y a quelques années le projet Expose. Il s'agissait d'évaluer l'effet de l'environnement spatial sur des objets biologiques ou des molécules présentant un intérêt pour l'exobiologie ou la planétologie. L'un des buts de la mission était donc d'évaluer le taux de survie des échantillons biologiques et l'effet biologique des radiations, tant pour valider des mesures de protection planétaire que pour tester certaines hypothèses de la théorie de la panspermie. Pour cela, les expériences devaient se dérouler à l'intérieur d'un équipement fixe au module européen Columbus faisant partie de l'ISS. En raison de diverses contraintes, l'ESA avait négocié avec la Russie la mise en place d'un équipement similaire sur le module Zvezda, étoile, en russe. Finalement, Expose, E pour Europe, a rejoint l'ISS en 2008 avec quelques mois d'avance sur Exposer, R pour Russie. Le journal Astrobiologie vient de publier plusieurs articles faisant un premier bilan des expériences effectuées dans Expose. Il y a eu notamment celle baptisée LIFE, dédiée à l'étude de l'effet de radiation sur des lichens, des champignons et des symbiotes. Les lichens représentant l'espèce Xanthoria elegans se sont révélés durs à tuer. Presque 1,5 ans d'exposition UV solaire, aux rayons cosmiques et aux variations de température n'ont pas eu raison de certains d'entre eux. Ainsi, lors de leur séjour dans l'espace, les températures ont varié plus de 200 fois de -12 degrés Celsius à plus 40 degrés Celsius. Selon les chercheurs, ces organismes se seraient ainsi mis dans une sorte d'état de stase en attendant des conditions de vie meilleures. Ils précisent tout de même que si c'est un résultat intéressant pour qui pense que la vie est peut-être d'abord apparue sur Mars et a ensuite été apportée sur Terre par une météorite, la durée d'exposition aux conditions du vide spatial est encore bien trop courte pour affirmer que cette hypothèse est vraiment tenable. En conclusion, l'idée que la vie sur Terre pourrait avoir des origines martiennes à travers le phénomène de la panspermie ouvre des perspectives fascinantes sur notre place dans l'univers. Les découvertes récentes sur l'eau et les conditions potentiellement habitables sur Mars renforcent cette hypothèse. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces théories, elles nous invitent à repenser notre compréhension de la vie et de son développement. La quête de réponses sur nos origines pourrait bien nous mener à des révélations surprenantes sur la vie au-delà de notre planète.